Donc nous avons maintenant deux communications pour terminer la matinée. Alors dans la première, c'est Nicolas Frey qui va nous parler des prairies qui coévoluent avec des bovidés. Donc merci d'avance. Commencez tout de suite. Alors, oui, alors vous m'entendez? Bon, alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Frey. Je travaille donc avec Gérard Dussert, qui est un botaniste qui a écrit l'encyclopédie des plantes bioindicatrices et médicinales. Et donc, depuis de nombreuses années, il se balade autant dans les forêts et notamment dans les parcelles agricoles. Et c'est commencé à observer qu'il y avait une évolution de la flore selon les pratiques. Donc moi, j'ai rejoint donc, Promo Nature et je suis également membre de Tella Botanica, qui est une association de botanistes que je vous invite à découvrir. Alors, quelle est la relation entre cette prairie, cette seconde et cette troisième? Eh ben, en fait, dans cette prairie, si on regarde la flore, on peut tout de suite voir que cette flore, c'est qu'il y a eu des bovidés qui sont passés dessus. Ou du moins, il y a un impact des bovidés. Alors, les plantes qui sont en coévolution avec... je vais vous présenter deux plantes qui sont en coévolution avec les bovidés. Il y a tout d'abord le trèfle blanc, que tout le monde connaît, que j'appellerais plutôt Trifolium repens. Alors, le trèfle blanc, on le connaît aussi donc avec sa fleur, on le reconnaît notamment avec sa fleur qui est dressée, donc blanche, dressée, et qui, quand elle est en fruit, les fruits donc retombent, et donc voilà, c'est un caractère très indicateur du trèfle blanc. Ce trèfle blanc, les agriculteurs cherchent à l'avoir dans leurs prairies, et souvent à l'avoir un peu en trop grande quantité, et donc le trèfle blanc coévolue avec les bovins, car c'est une source de nourriture très importante, c'est une légumineuse qui va apporter de nombreux nutriments, mais la fleur a des hétérosides cyanhydriques qui, euh, qui la rendent inappétante. Alors durant la période estivale, les bovins vont bien sûr éviter de consommer le Trifolium repens, du moins sa fleur, parce que la fleur, donc, pour des raisons de reproduction, la plante émet ces hétérosides cyanhydriques qui vont la rendre donc inappétante et qui peuvent rendre malade notamment les bovins de moins de 3 ans si ils tentent trop en consommer. Alors, quelle est la relation entre les bovins et ce trèfle? Et donc, le bovin, donc, c'est un apport de nourriture très important des bovins, mais surtout, le trèfle va aussi se disséminer, a une relation de dissémination très importante avec les bovins. On trouve le trèfle blanc sur tous les parcours de bovins, parce que la levée de dormance de la graine va se faire notamment à travers la digestion de l'animal qui va manger donc les fruits, parce que donc bien sûr la stratégie de la plante, elle est inappétante à fleurs pour pouvoir se reproduire, et après les fruits elle redevient appétante et les fruits sont digérés euh, et, euh, et disséminés ensuite par les parcours de vaches. On le voit notamment dans les prairies fauchées qui sont bien moins riches en trèfle blanc que les autres. Il y a vraiment une représentation proportionnelle de la présence de trèfle selon le chargement des bovins. Alors, et après, il peut y en avoir trop, mais c'est d'autres raisons, on le verra après. La deuxième, on la voit beaucoup, elle est très visible, on la considère souvent comme même une plante nuisible. Ça coûte très cher aux Néo-Zélandais qui dépensent plus de 150 millions d'euros par an pour essayer de l'éradiquer. C'est le bouton d'or. Alors le bouton d'or, c'est un peu un gros mot parce que ça rassemble plein de renoncules, mais c'est Ranunculus acris. Donc le bouton d'or, voilà. Le bouton d'or, donc dans nos prairies,
effectivement, on le voit, il est grand, ça brille, et les vaches ne le touchent pas. Alors tout comme le trèfle, en fleurs, Ranunculus acris est inappétente, pour une très bonne raison. Elle est inappétente car il y a des alcaloïdes et des hétérosides cyanhydriques qui la rendent donc toxique pour nous, moins pour les bovins, mais elle est très très importante dans le cycle de développement de la vache. Il s'avère que dans les années 60, dans le sud du Brionnais, il y a eu une campagne d'éradication des redoncules, des redoncules acris. Alors c'était toute la famille des boutons d'or, on va dire, les ranunculacées, qui, donc à coup de 2,4,5-D et 2,4,5-T, a essayé d'être éliminé. Et il s'avère qu'une maladie est apparue chez les jeunes bovins qui venaient de naître, donc après la naissance, et cette maladie s'appelait la toxicose. On retrouvait aussi cette maladie notamment dans les bovins qui étaient nourris exclusivement nourris à base de foin de l'accro et de maïs ensilé. Le vétérinaire Henri Quincandon a en fait découvert que la renoncule acre, donc qui elle est en fait très comestible et assez aussi appétante, apportait en fait des anticorps dans le colostrum lorsqu'elle était consommée, soit en fourrage ou en fait aussi dans son cycle, elle est consommée à un moment très particulier, au moment du vélage. Il se trouve que les fleurs sont passées et elle redevient très appétante. Preuve qu'on ne voit pas souvent la redoncule, donc là on la voit très bien quand elle est en fleurs, mais une fois qu'elle est en fruit, on ne la voit plus du tout dans les pâtures, tout simplement parce qu'elle est passée par les intestins des vaches. Alors l'évolution des prairies, on peut observer dans les prairies, donc d'abord Ranunculus acris et Trifolium repens dans les meilleures prairies. Donc je parle là de prairies qui sont très riches, malheureusement de plus en plus rares, des prairies qui tournent autour de 120 espèces. Alors ces graines sont levées, la levée de dormance des graines passe par l'estomac des bovins, et notamment je vais vous parler maintenant des bouses, des vaches qui permettent de lever cette dormance. Il faut savoir que les bouses de vache, bon, c'est pas que de l'eau, mais il y a aussi en fait beaucoup de ce qu'on va appeler la famille des microbes. Ces microbes, ça correspond des morceaux de mycorhizes, des bactéries et aussi des levures. Notamment, vous le savez peut-être, on utilise des bouses de vache. On fait un mélange qui permet la cicatrisation des arbres je ne retrouve plus le nom, ça m'échappe. Je me suis perdu. Bon, qui permet la cicatrisation des arbres, et donc ça c'est utilisé depuis très longtemps pour aider des écorces à cicatriser. De tout temps, on a utilisé des bouses mélangées à un peu d'argile pour aider les arbres à cicatriser, et ce qui permettait aux bourrelets de se refermer totalement et de ne pas laisser de cicatrices sur les arbres. Et les prairies qui sont pâturées par les vaches avec des densités correctes de troupeaux, on observe donc des prairies qui ont une 120aine d'espèces, alors que dans les prairies fauchées, on redescend, on perd en quantité, en diversité de flore, et on va notamment retrouver après dans ces prairies qui se referment un peu du Rumex acetosa et Plantago lanceolata en proportion plus importante. Bien sûr, on les trouve aussi dans les prairies très pâturées. Inversement, alors on le voit également dans une expérimentation qui a été
menée dans le parc naturel du Haut-Vercors, où ils ont comparé des prairies pâturées et des prairies fauchées dans lesquelles il y a eu des apports de fumier, et que avec l'apport de fumier, on tendait plus vers une dominante à Rumex acetosa et Plantago lanceolata, alors que Ranunculus acris et Trifolium repens étaient bien plus présentes en présence de bouses fraîches dans les pâtures. Alors, pâturer, c'est bien, mais trop pâturer, c'est mal. Quand il y a un surpâturage, on va avoir des plantes qui apparaissent, comme le Rumex cryptus, Rumex optisifolius, qui sont des plantes qui montrent une très nette dégradation des sols par l'apport trop important d'azote et la disparition de la matière organique des sols, et qui montrent aussi des compactions et des hydromorphismes très importants. Donc c'est quand il y a trop d'eau. Et ces plantes, on va notamment, Rumex optisifolius, on le retrouve notamment dans les zones plutôt très hydromorphes, voire marécageuses. Je ne sais pas comment j'ai... Ah. Ce qui est important de concevoir, c'est que les bouses de vache ne font pas que lever. Donc, il y a des cycles qui sont synchronisés avec ces plantes-là. L'apport de la rodoncule qui va apporter des anticorps, certes, aux bovins et qui s'en nourrissent et qui vont répliquer. Mais en fait, les bouses de vache sur le sol vont permettre aussi à toute une faune de structurer le sol. En fait, l'importance de ces cohabitations, c'est pas qu'il faut avoir que du trèfle ou que de la rodoncule, mais c'est que les espèces vont pouvoir lever leur dormance selon la nature du sol, et les sols évoluent avec la flore et la faune qui est dessus. Et donc, par exemple, les bouses vont permettre à un ensemble d'insectes d'aller structurer et disséminer la matière dans le sol. On pense aux bousiers et à beaucoup d'autres. Bon, il y a bien sûr le carbone qui permet aussi les vers de terre, en sachant que les prairies qui sont fauchées stockent, on pense, un peu plus de carbone que les prairies pâturées. Mais les prairies pâturées, quant à elles, ont une beaucoup plus grande diversité en termes d'espèces. Oui, donc oui, je ne vous ai pas donné le chiffre. Les prairies, bon, à droite, qui sont des extrêmes, mais dans les mêmes lieux, on peut tomber dans une prairie pâturée avec des bovins autour de 120 espèces. Les équidés, on peut descendre autour de 30 espèces dans un même endroit, hein, bien sûr. Et après, en surpâturé, on descend souvent autour de 9 espèces. Voilà. Donc l'importance de la biodiversité est très importante, mais surtout, c'est nos pratiques qui mènent à la destruction des milieux. Quand on surpâture, donc nous on recommande plutôt autour de 0,3 UGB hectare. On en est très 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 loin aujourd'hui. UGB, c'est unité de gros bétail. C'est la quantité de bovins que l'on peut mettre à l'hectare. Et donc la coévolution entre... donc aujourd'hui, on connaît bien la coévolution qu'il y a entre les trèfles et les redoncules qui se déplacent vraiment l'une avec l'autre. Et ce ne sont pas des plantes qui sont indésirables. On le voit encore trop souvent aujourd'hui, des luttes contre les redoncules qui sont trop importantes dans les parcelles, tout simplement parce qu'il y a trop de bovins. Voilà. Donc, Marie-Charlotte Anstedt va nous parler d'une symbiose, hein, celle entre le palmier nain et puis un petit coléoptère de rien du tout. Et notamment, elle va nous dire, puisque ce n'est pas dans le résumé, en quoi c'est une symbiose malgré des conflits. Donc ça peut servir dans la vie courante. Hein. Voilà. Bien. Voilà, donc je vais vous raconter mon histoire avec le palmier nain.
Donc ça date un petit peu, mais ça a pris 10 ans de ma vie quand même, cette histoire. Donc j'ai fait ma thèse sur le mutualisme figuier pollinisateur, qui est un mutualisme très très intriqué. Et pendant que j'étais en postdoc en Espagne, j'avais entendu parler de cas de pollinisation par des charançons sur des palmiers. En particulier celui qu'on a appelé le multimillion dollar weevil. Dans les années 70, on a introduit la culture du palmier à huile en Malaisie. Et au bout de quelques années, les palmiers à huile ne produisaient quasiment pas de fruits, donc quasiment pas d'huile. Donc bien entendu, les planteurs se demandaient pourquoi, parce que plein d'agronomes avaient fait les études qui montraient que le palmier à huile devait produire énormément aussi en Malaisie. Et puis, il y a eu une étude qui a été faite en Afrique et qui s'est aperçue que, si j'arrive à le faire marcher, voilà, on avait toute une famille de charançons qui étaient en fait des pollinisateurs de palmiers à huile. Donc ceux-là, on n'en a pas tellement entendu parler, sauf dans les milieux spécialisés, parce qu'ils ont été introduits en Malaisie, un petit peu à la sauvage, hein, comme on sait encore dans les années 70. Ils ont été introduits et tout de suite, on a revu sur les palmiers à l'huile en Malaisie des productions de fruits très importantes, comparables à celles qu'on avait en Afrique. Et donc, j'ai un peu exagéré, mais dans une étude sur le bilan économique de ce qu'avait rapporté ce petit charançon aux planteurs de palmiers à huile, on était quand même sur plusieurs millions de dollars. Donc moi, je vais surnommer le charançon qui valait 3 milliards. Et donc, ce charançon-là, en fait, il a été introduit en Malaisie. Il y a eu 3 articles disant qu'il était un pollinisateur du palmier à huile, mais ça n'a jamais vraiment été fouillé d'un point de vue scientifique. Le but était atteint, il était là, ça marchait, et on l'avait jamais trop étudié, puisque de base, à cette époque-là, on pensait que tous les palmiers, il y a 800 genres de palmiers, donc bien plus d'espèces. Et on pensait que la grande majorité était pollinisée par le vent. Et pendant mon postdoc en Espagne, moi, je m'étais toujours dit que j'essaierais de travailler un peu sur les palmiers pour voir cette association palmier charançon qui avait l'air d'être beaucoup plus lâche que mon système de base ficus pollinisateur, où j'arrivais pas à expérimenter tellement les deux symbiotes avaient un cycle de vie intriqué. Et donc j'étais en Espagne, à Doñana, donc à Séville, donc du côté de Doñana. Et sur Doñana, donc bien connu des ornithos, on a ce petit palmier qui était présent. Voilà. J'avais un petit peu de temps dans mon postdoc. Et puis, dans un vieux bouquin des années 40, j'avais trouvé qu'il y avait un charançon, prédateur des inflorescences, qui était systématiquement assez proche du charançon du palmier à huile. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer d'aller regarder un petit peu ce qui se passe. D'autant plus que là, vous avez ma station de terrain, qui n'est pas celle des ornithologues de Doñana, mais qui est le Palacio de las Marismillas, qui est en fait un petit peu le Brégançon des Espagnols. Donc moi, j'étais très bien là-bas. J'étais pas dans les super beaux appartements, j'étais dans les communs. Et donc, avec juste ça, il y a un palmier et peut-être un charançon, j'ai commencé à aller regarder un petit peu ce qu'on pouvait trouver sur le terrain. Alors, on trouve des petits palmiers. Ici, c'est à Garraf, donc plus au nord. Et peu avant la saison de floraison, on a ici des bractées d'inflorescence, un peu rougeâtres. Et à ce moment-là, on voit aucun charançon. Je peux vous dire, j'en ai cherché beaucoup. C'est plein d'épines. J'en ai gardé longtemps sous la peau, des épines de palmier. Et puis, à un moment, les inflorescences sortent. Ici, une inflorescence femelle. Ici, une inflorescence mâle. Et à ce moment-là, si on regarde d'assez près,
à l'intérieur, c'est bourré de petits charançons. Et en regardant de près, voilà, vous le voyez ici, le petit Dorenomus cameropis. Donc, il fait 1,5 cm de long à peu près. Il se nourrit de pollen dont il est couvert, ici sur une inflorescence mâle. Et vous voyez aussi sur le tissu du rachis d'inflorescence, il y a des petites blessures puisque c'est aussi là où il mange et là où les femelles pondent. Donc ce rachis, en fait, c'est tout le tissu qui porte les fleurs. C'est aussi un mets apprécié dans le sud de l'Espagne, donc les gens les mangent. Raison pour laquelle il a fallu que j'aille à Doñana, dans une zone protégée, pour les trouver. Autrement, il aurait fallu que j'aille là où il y avait des taureaux bravos, et c'était quand même moins agréable. Donc ce petit charançon, ici, vous voyez que c'est un mâle, parce qu'il porte ses antennes tout près de la bouche, alors que les antennes des femelles sont plus surélevées. Il est bien présent, et donc la question était, ok, on a un charançon, est-ce qu'il pollinise ou pas? Ou est-ce que c'est juste un prédateur? Donc pour ça, j'ai mis sur un certain nombre de plantes des petits sachets empêchant la pollinisation par le vent. Et quelques mois plus tard, j'ai été regarder le nombre de fruits pour regarder si, en l'absence de vent, on avait plus ou moins de charançons. Donc, ce petit palmier décrit comme pollinisé par le vent, en fait, qu'il y ait la possibilité de vent ou pas de vent, on a exactement le même nombre de graines. Donc ce palmier nain n'est pas pollinisé par le vent. Il est pollinisé par le seul insecte qui passait sous les sacs, c'est ce petit charançon. Donc là, on a déjà, voilà, en 2 ans de recherche, on avait déjà détruit ce qu'on pensait sur la pollinisation de ce palmier. Alors, j'ai après reconstruit le cycle de vie du charançon. Donc, le charançon, en fait, il passe l'hiver dans les rachis d'inflorescence mâle du palmier. Donc là, c'est tout jaune, c'est tout joli. Pendant l'hiver, c'est tout racorni, c'est noir. Ça ressemble à des bouts de bois mort. Et les larves de charançon se développent à l'intérieur jusqu'à la pupaison. Et au moment de la pupaison, en fait, ils ont cette tête-là, hein, c'est déjà des adultes. Ils sont enfermés à l'intérieur et comme ils sont entourés de bois dur, ils ne peuvent pas sortir. Et il faut qu'il y ait les premières pluies de printemps qui vont ramollir ce bois pour que les charançons puissent sortir. Et ces mêmes pluies de printemps déclenchent la floraison du palmier nain. On a donc une synchronisation des cycles de vie des 2 espèces due aux pluies de printemps qui sont bien connues en zone méditerranéenne. Une fois sorti, ce petit charançon a le choix entre aller visiter une plante mâle ou une plante femelle. Alors sur les plantes mâles, il a tout, il a la nourriture. Alors c'est un site de rencontre de magnifiques charançons et charançonnes et un site de ponte. Par contre, quand il va sur une inflorescence femelle, déjà il y a moins de pollen, donc peut-être moins de protéines, peut-être que la ressource nutritive est moins bonne. Et puis surtout, les rachis d'inflorescence femelle ne produisent pas, ne sont pas capables d'abriter le développement des charançons. Voilà. Et la fin du cycle de vie, donc on a un petit peu parlé de lui tout à l'heure. Ces fruits du camérope, ça ressemble à des petites dattes rondes. Et donc, au mois à Doñana, c'est dispersé par des blaireaux. Et le blaireau est un super disperseur de graines parce qu'il creuse des latrines. Donc, autour des sites de nidification du blaireau, je ne sais pas si on dit nidification, enfin bon, là où il habite en tout cas, il creuse des latrines, il fait ses crottes dedans, il rebouche et c'est un intervenant très important dans la production de nouvelles plantules. Donc on pourra reparler de ça si vous voulez, j'ai travaillé un petit peu dessus aussi. Et donc,
ce qu'on peut se demander à partir du cycle, c'est, si on retourne à notre charançon, c'est pourquoi, alors qu'il y a tout sur les inflorescences mâles, pourquoi est-ce qu'il va quand même sur les inflorescences femelles? Et pourquoi il ne se développe pas dans ces inflorescences? Donc, ici, je vous ai mis quelques photos de Camerops. Alors ça, c'est en milieu cultivé, parce qu'en milieu sauvage, hein, les fructifications sont quand même moins fortes. Mais on voit quand même qu'on a une structure du rachis qui est très, très solide. Hein, c'est quasi ligneux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 98, on a déjà eu un gel tardif avec un avortement quasiment total dû au gel de toutes ces fleurs. Et on a eu la surprise l'année d'après de voir que sur ces plantes femelles sans fruits, on avait eu le développement de larves de charançon. Ce qui veut dire, et expérimentalement, parce qu'on l'a refait, comme on est des scientifiques assez obtus, quand on enlève les fleurs d'une inflorescence femelle après la nouaison, les rachis d'inflorescence ressemblent à des rachis mâles et les Dorelomus peuvent se développer dedans. Et donc, on a une espèce de résine qu'on peut observer sur les rachis d'inflorescence femelle uniquement quand il y a développement de fruits. Et cette résine, donc, que je n'ai pas analysée, mais elle est fréquemment trouvée dans les rachis et il est probable qu'elle enquiste les œufs de Dorelomus au moment de la ponte. Donc, Dorelomus pond dans les rachis femelles et c'est le développement des larves qui est stoppé par la plante. On a là un premier conflit parce que on a quand même une plante qui tue la moitié des descendants de son charançon. Alors, sachant ça, le deuxième conflit, il est pourquoi les Dorelomus vont visiter les plantes femelles où, en plus, on va tuer leurs descendants. Alors, une première idée, c'était peut-être que la ressource nutritive est différente. Donc pour ça, j'ai regardé, c'est en franglais, hein, mais bon, ça se comprend. La survie des Dorelomus adultes sur des inflorescences femelles en rose ou mâles en bleu, c'est pareil. Donc, on n'a pas de problème de qualité de la ressource nutritive entre les deux types entre les deux sexes. Ensuite, on s'est dit qu'il y avait peut-être un rôle des parfums dans l'attraction des Dorelomus parce que au moment de la floraison, au soleil, quand il fait beau, on a une odeur florale très très caractéristique. Il faut que je parle plus vite. Hein. Et donc on a fait des tests d'olfactométrie, un tube en Y. On donne le choix aux charançons entre aller visiter, soit du côté de... j'ai un timer qui va plus vite que moi là. On va aller plus vite. Voilà. Et on a essayé de mettre donc des inflorescences mâles ou femelles pour voir si l'insecte était attiré par l'odeur de ces inflorescences. Et donc, en fait, que ça soit sur les inflorescences femelles ou sur les inflorescences mâles, l'insecte n'était absolument pas attiré. Et il veut décidément aller plus vite que moi. Et en fait, le problème, c'est que nous non plus, on ne sentait pas cette odeur florale sur les fleurs. Et que mon étudiante de l'époque, donc Mathilde Dufay, elle s'est bien aperçue que l'odeur, en fait, venait des feuilles. Donc là, on était un petit peu étonnés parce que c'était une odeur de fleurs produite par des feuilles, ce qui est un petit peu bizarre. Ah, j'ai un timer qui s'est rajouté. Et dans ce cas-là, sur notre expérience, les Dorelomus étaient effectivement attirés par les feuilles de palmier. Bon, ceci dit, c'est un système assez peu coévolué, pourquoi pas. Donc à partir de ça, on a analysé les odeurs de feuilles. Donc ça, c'est une technique pour analyser les odeurs qui passe ensuite en chromatographie en phase gazeuse. Et donc, ça donne le nom des molécules. Et donc, effectivement, aucune odeur issue des fleurs
et une signature assez caractéristique avec 5 molécules qui sont plutôt des molécules soit de feuilles, soit florales, mais qui caractérisent l'odeur des feuilles de palmier. Donc ensuite, on a fait un petit peu de biblio pour essayer de savoir qu'est-ce qui était connu sur la production de parfums par les feuilles de palmier. Eh bien, ça a été simple, rien. Donc, il a fallu, avec d'autres collègues, faire ça. Donc, on s'est aperçu. Alors, cette feuille de palmier, c'est une feuille palmée, donc comme des mains. Et entre les doigts, ça s'appelle les sinus. On avait cette petite structure ici, qu'on appelle un sinus, qui jusqu'à présent, on considérait que ça servait juste à déplier les doigts de la feuille. Mais par contre, quand on a été faire de la microscopie avec ça, donc vous avez ici la foliole repliée avec cette glande ici au milieu. Vous l'avez en coupe, donc sans coloration, avec, on l'a appelé le parenchyme de dépliage. Et ensuite, on a été voir que dans toutes ces cellules, bon, par différentes colorations, on s'apercevait qu'il y avait de l'énergie qui permet la synthèse des parfums, et puis de la production de terpènes. Ici, c'est les petites gouttelettes roses qui s'accumulent au niveau de l'épiderme et qui fait cette odeur caractéristique. Voilà, donc en fait ce travail on a été obligé de le faire parce que d'habitude les structures qui produisent des odeurs c'est quelques cellules et ici on a carrément une glande, un organe complet et c'était jusqu'à notre description inconnu dans le monde végétal. Donc en conclusion, ce qu'on a là-dessus c'est que j'ai commencé à travailler sur le palmier nain un petit peu en projet annexe au cours de mon postdoc parce que j'avais un petit peu de temps. C'était une espèce qui était censée être pollinisée par le vent, dispersée par les oiseaux, donc les ornithos vont rire. En fait, c'est pollinisé par un charançon d'une façon extrêmement spécifique, avec un charançon qui n'est connu que sur cette espèce de plante. C'est pollinisé donc par les blaireaux. On a trouvé une structure, une glande à parfum avec une morphologie unique dans le règne végétal. On a mis en évidence donc différents conflits dans le mutualisme, c'est-à-dire cette belle interaction où les deux cycles de vie sont intriqués. En fait, par exemple, le charançon, il s'en tirerait beaucoup mieux s'il arrêtait de visiter les plantes femelles. Et puis, cette étude, en fait, a été ensuite reprise par tous les gens qui travaillent sur les palmiers, puisqu'on est passé de l'hypothèse générale que tous les palmiers étaient, sauf exception, pollinisés par le vent, à la vue actuelle qui est la majorité des palmiers sont pollinisés par des charançons plus ou moins spécifiques. Donc, en quelques années, ça j'ai commencé ça au milieu des années 90, en quelques années, l'idée qu'on avait sur la pollinisation des palmiers est passée de complètement pollinisé par le vent à rarement pollinisé par le vent. Alors, j'ai fait court, j'aurais pu vous en parler pendant beaucoup plus longtemps. Donc, tous ces travaux, ici, vous avez tous mes collaborateurs. Et puis aussi, voilà, une autre équipe que j'aime beaucoup, c'est tous mes amis de l'ENOPS, donc du réseau des systématiciens et écologues. Écologues, c'est que pour moi, en fait, qui travaillent sur les palmiers, qui, depuis que je leur ai expliqué cette histoire de feuilles odorantes, ont été renifler tous les palmiers de la terre entière pour essayer de trouver des odeurs. Et notre petit Camerops humilis, le plus humble de nos palmiers, est en fait le seul à avoir cette capacité de produire des odeurs sur ses palmes. Voilà, je vous remercie.
Oui, moi j'en aurais une. Ah, pardon. Oui, moi j'en aurais une sur sur les palmiers. Euh, dans, dans les palmiers dattiers, j'ai pu observer que les gens ils prenaient des fleurs mâles pour les mettre sur les fleurs femelles, etc. Donc ça n'exclut pas qu'à l'origine ils pensaient que c'était un hémogame, mais la réalité c'est quoi maintenant là? C'est une bonne question et j'espère que ça sera un de mes prochains projets de recherche. Si tu veux, alors je vais vous le mettre quand même, je vous ai mis un petit quiz, donc comme on parle de lui. J'ai un autre... j'ai étudié d'autres espèces du palmier. Donc le palmier dattier, c'est Phoenix dactylifera. Les phénix, c'est un complexe d'espèces au niveau africain, avec quelques espèces qui vont jusqu'en Arabie, d'autres, voilà. Et à un moment, on a trouvé, alors j'ai travaillé là-dessus aussi avec des entomos amateurs qui m'ont trouvé un charançon qui ressemblait à un charançon des palmiers. Donc c'était à Nice. Et donc on a essayé de chercher dans les inflorescences où était le charançon. Donc on l'a trouvé à la fin dans Phoenix canariensis. Donc c'est le petit quiz, je vais vous le passer en même temps que je parle. Phoenix canariensis, c'est les palmiers de la promenade des Anglais à Nice. Donc c'est très haut, quoi. Et alors là, les épines, elles font 20 cm de long, c'est encore pire. Ce charançon était connu par 2 exemplaires, uniquement donc par le type, pour te donner un exemple. Et donc, on peut le chercher. On peut le chercher. Là, normalement, il est visible. Vous l'avez ou pas? Vous l'avez? Il est là. Il est là. Il est là. Il est sur ma main. Il est encore bien cryptique. Il y en a d'autres en fait, hein. Il n'est pas partout. Là, celui du haut, vous le voyez bien parce qu'on voit les yeux et puis le rostre posé sur l'antère. Et vous l'avez ici, Neodorelomus piriformis. Le jour où je l'ai trouvé, j'en ai trouvé, je ne sais pas, 5000. Il y en a plusieurs centaines dans chaque inflorescence. Il était inconnu. Donc ta question sur le palmier dattier, il semble que le centre d'origine du palmier dattier soit à Oman, avec des populations dites sauvages. Et les autres ancêtres du palmier dattier sont dans des coins où actuellement il ne fait pas très bon d'y aller. Moi, dès que j'avais la possibilité, effectivement, j'irai rechercher s'il n'existe pas des pollinisateurs de type charançon sur le palmier dattier. Moi, c'est mon hypothèse, effectivement. Mais rien n'est connu pour l'instant. Mais du coup, le fait que les gens mécaniquement apportent des fleurs ne change rien à l'hypothèse finalement. Ils apporteraient les charançons, non? Alors non, parce que le palmier dattier est très lié à l'histoire de l'homme. Et en fait, il a été propagé par graines à travers les oasis. Et ils auraient très bien pu propager les graines sans propager le charançon. Ce qui obligerait à secouer les... Ouais, et en fait, ils font... ouais. Mais tu vois, de la même façon, le Camerops in natura, il fait quelques dizaines de fruits par inflorescence. Le Camerops dans les parcs et jardins de la Côte d'Azur, il fait 3 kilos par inflorescence. Enfin, 1 kilo, j'exagère un peu. Donc, c'est pas du tout... Justement, il y a un problème de pollinisation et... pour la culture des dattes, effectivement, ils pulvérisent du pollen. Et tout ça, ça va quand même dans le sens d'un pollinisateur un peu oublié.
Alors, je vais remonter mon schéma. C'est vrai que quand on a deux espèces comme ça, on va vite à mélanger les deux. Donc peut-être que ma langue a fourché. En fait, il est où? Il est là. Il est là. Les charançons mâles et femelles visitent les inflorescences mâles et femelles, mais les larves de charançon ne peuvent se développer que dans les inflorescences mâles, sauf quand on enlève les fleurs des rachis femelles. Voilà. Alors, le blaireau, on va revenir à notre ami le blaireau. Voilà, il est là. Donc, le blaireau, en fait, à Doñana, il y avait, quand j'y étais, il y avait un autre postdoc qui, lui, travaillait sur le blaireau et le lynx en faisant du radio-tracking. Et à l'époque, c'était quand même toute une histoire. Donc, le blaireau, en fait, mange les graines à l'automne. À un moment où, en fait, c'est quand même une ressource très importante pour lui parce que les crottes de blaireau sont quasiment que des graines de camérops à cette époque de l'année. Donc, c'est une ressource très importante. Et donc, avec ce collègue, lui m'a donné des graines de blaireau, des graines de charançon. C'est bien vous écouter quand je dis une bêtise. Il m'a donné des graines donc de camérops qu'il avait récupérées dans les crottes de blaireau. Je lui ai laissé faire le sale boulot. De mon côté, j'ai récupéré des graines de camérops dont j'avais enlevé moi-même la pulpe, que j'ai ou non scarifié, donc gratté un peu l'épiderme de cette façon-là. Et ce que j'ai pu voir, c'est que effectivement, le passage par le tube digestif du blaireau permet une bien meilleure germination. J'ai plus les chiffres en tête, mais au moins 3 ou 4 fois mieux de mémoire. Mais que par contre, quand c'est moi qui scarifiais les graines, j'avais le même taux de germination, mais un meilleur taux de survie, parce que les graines qui étaient passées par le tube digestif du blaireau étaient aussi attaquées par des petits vers blancs que je n'ai pas déterminés exactement, mais il y a un parasite de la plante qui se greffe par-dessus. Ce qui fait que passer par le tube digestif du blaireau, ça permet de mieux germer à cause de l'abrasion de l'épiderme, mais en même temps, il y a une attaque importante par des pathogènes. Moi, je voudrais dire un petit mot sur les pollinisateurs que l'on connaît finalement souvent pas si bien. Je vais vous parler rapidement d'une expérience, d'une science participative qui s'est déroulée en France, qui s'appelle SPIPOL. C'est une expérience qui a permis de montrer que, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, ce ne sont pas les abeilles qui est le premier groupe de pollinisateurs chez nous, ce sont les diptères. Les diptères, c'est toute la grande famille des mouches. Et en fait, grâce aux sciences participatives, et donc notamment ce programme, si vous voulez jamais le suivre, ce sont en fait plein de personnes sur tout le territoire qui se sont mis à rester plus d'une vingtaine de minutes devant des plantes différentes et ont relevé l'ensemble des insectes qui se sont posés. Et effectivement, après, on voit aussi les familles des coléoptères qui sont bien plus importants que les papillons. Hein. Toute cette famille de papillons qui sont gros, que l'on voit beaucoup aussi, sont des pollinisateurs un peu moindres. Et donc, les sciences participatives, dont vous pouvez tous participer, permettent, donc avec des programmes comme SPIPOL ou l'Observatoire des saisons, moi, en ce qui concerne les plantes, donc de connaître soit les impacts du changement climatique par rapport aux différentes espèces, ou d'apprendre aussi beaucoup de choses très pertinentes sur qui est-ce qui pollinise quoi. Voilà. Merci. Patrick, encore une question. Oui, c'est une question pour les prairies, là. C'est clair qu'on voit bien que la composition prairiale dépend du régime de pâturage, on est d'accord, hein. Elle dépend aussi des fertilisants. Est-ce que vous sentiriez capable, on a aussi un objectif maintenant, c'est quand même de maximiser la biodiversité dans les prairies, même si ce n'est pas ce qui est forcément réalisé, je pense notamment dans le Jura.
Est-ce que vous avez des travaux, est-ce que vous auriez des orientations qui permettraient de guider les agriculteurs sur des itinéraires techniques combinant pâturage et prairies de fauche, parce que ça c'est une contrainte de production, à des niveaux finalement de production assez élevés, mais en maximisant la biodiversité. C'est l'équation impossible, mais c'est celle qu'il faudrait réaliser quelque part. Alors oui, c'est ce qu'on fait. On fait du conseil majoritairement, on fait du conseil agricole. Alors d'abord, on part d'un diagnostic du sol qui est selon la flore présente donc sur les parcelles, selon cette flore par rapport à la phytosociologie, ça nous permet de déterminer quel est l'état du sol. Donc déjà, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a trop de compactage? Où en est l'activité biologique? Et de nombreux autres paramètres. Et à partir de ça, effectivement, on va essayer de rectifier les problèmes s'il y a des polluants, parce que parfois aussi, il y a des restes de polluants de tous ces produits de 4,5D, thé, etc. Il y a beaucoup d'arsenic, notamment maintenant, on est en train d'observer aussi un certain nombre de plantes qui poussent, parce qu'il y a des plantes aussi qui indiquent la présence de polluants, et donc de métaux lourds notamment. Et donc, on accompagne effectivement les agriculteurs, et donc les itinéraires techniques, alors il y en a plusieurs pour améliorer alors, bien sûr, quand on parle de pâturage, c'est très très différent d'une espèce à l'autre, entre bovin et ovin, ou tout ce qui va être aussi pâture de chevaux. Il y a différents problèmes, ça va de la compaction, mais aussi les apports de ces animaux, tant en coévolution, donc avec leurs apports de fertilisation et de sélection, aussi de ce qu'ils vont manger, vont totalement changer la pâture. Il faut aussi souvent, en fait, il faut partir de la base que où est-ce qu'ont évolué ces animaux, donc les chevaux, les bovins et les bovins. Généralement, les plantes qui vont sortir et qui vont se développer dans les prairies, ça rapproche de leur biotope primaire. Et donc, par exemple, si on a des ovins, qui est vraiment pas ce que l'on va recommander, mais malheureusement on en fait beaucoup et on aime consommer les produits, les ovins ont tendance à tirer vers un très grand appauvrissement des sols, souvent parce que aussi leurs déjections ont une forme de potasse un peu particulière en ce qui concerne les moutons. Mais pour remonter ça, il y a des expérimentations qui ont été faites, notamment en mixant par exemple bovins et ovins successivement pour remonter la quantité de plantes dans les prairies. Mais le plus important aujourd'hui, c'est surtout le carbone. Le carbone aujourd'hui, on émet beaucoup trop. L'activité agricole émet du carbone alors que foncièrement, normalement, l'agriculture, c'est de capter de la lumière du soleil, donc faire de la photosynthèse et donc aussi absorber du carbone pour produire des sucres que nous allons consommer. Mais malheureusement, aujourd'hui, on en émet plus qu'on en stocke. Et donc, les sols, aujourd'hui, manquent de structure, parce que le carbone, c'est la structure, c'est tout ce qui est lignifié autour de vous, c'est du carbone. Et donc, il y a moins en moins de structure des sols, parce qu'on apporte trop d'azote, que ce soit par des amendements donc comme l'ammonitrate, qui a causé un certain nombre de catastrophes, par les rations alimentaires aussi. Les rations alimentaires, donc, moi, je parlais surtout des prairies et donc forcément des bovins qui consomment de l'herbe, mais souvent, malheureusement, on donne aux bovins beaucoup de céréales au petit déjeuner, ce qui n'est pas tout à fait on va dire naturellement consommé par les bovins, et ça va aussi changer la constitution des bouses et des effets et les effets sur les prairies. Donc oui, pour remonter les prairies, il y a des itinéraires, faire beaucoup plus de fauches, de limiter aussi la quantité d'animal à l'hectare. Aujourd'hui, moi je vous parlais, donc j'avais donné 0,3 EGB. Alors il y a aussi d'autres techniques. Il y a le pâturage tournant dynamique qui permet aussi d'avoir une meilleure répartition des bouses et donc d'ainsi d'avoir une meilleure fertilisation et de limiter le compactage, parce que aussi, ce qui est important, c'est combien de carbone toujours revient dans ce sol et va permettre de nourrir la biodiversité, nourrir l'ensemble de l'écosystème et de tous les insectes et autres agents comme donc les vers de terre, etc., qui vont permettre de venir disséminer la matière et structurer la matière organique. Et c'est l'enjeu aussi très important dans les années futures, parce que la matière organique va stocker plus de 70% de son poids en eau.
Et dans les années à venir, avec le changement climatique, on a besoin, de diminuer le carbone effectivement qu'on a dans l'air, mais surtout avoir de la structure dans le sol qui va permettre de stocker l'eau et les nutriments. Je ne sais pas si... Voilà. Attends, Bernard, moi j'ai un complément aussi. Alors je change de casquette et je mets ma casquette ancienne agricultrice et avec un grand troupeau de chevaux sur 25 hectares. Et effectivement, quand je suis arrivée sur mon exploitation, j'avais des terres un petit peu comme celles décrites. Donc j'ai limité le surpâturage. J'avais aussi beaucoup de renoncules qui sont toxiques pour les chevaux cette fois-ci. Et en fait, on peut faire, c'est un levier dont tu n'as pas parlé, on peut faire beaucoup de choses aussi en mettant, régulant la charge à l'hectare et en sachant quand est-ce qu'on fait pâturer. Par exemple, sur les renoncules qui étaient vraiment très très envahissantes, j'ai mis une charge de pâturage très forte en début de saison. Et à ce moment-là, les chevaux qui refusent les renoncules au moment de la floraison avaient absolument aucun problème à les pâturer en début de saison. Et juste en faisant ça, ça veut dire que je mettais mon troupeau de Shetland, les plus sauvages, les plus résistants, ceux qui broutent le plus, sur les renoncules. Et en 3 ans, elles étaient revenues à un stade non invasif. C'est-à-dire qu'il y en avait, mais sans plus. Et donc, on peut aussi, selon la pression de pâturage qu'on met en fonction du stade de la phéno des plantes, pas mal orienter le devenir de la diversité de la pâture. Alors, pour te répondre, alors c'est potentiellement Ranunculus bulbosus que tu as, parce que donc en fait les équidés en fait ont tendance à mener des grosses compactions des sols. On voit très souvent une compaction des sols donc par les équidés, alors qu'ils ont un C sur N, une quantité de carbone aussi dans leur déjection qui est pourtant beaucoup plus importante que les autres. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on mette beaucoup plus d'équidés sur les sols pour remonter ce taux de carbone qui manque tant. Et effectivement, c'est tout l'enjeu du pâturage tournant dynamique, c'est de faire revenir les animaux quand les plantes ont monté en fleurs, monté en graines, et qu'il y ait énormément de matière. Plus il y a de matière, la plante, quand elle monte en fleurs, elle a besoin de carbone pour s'élever. C'est de la structure, c'est du carbone. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, faire de la fauche tardive permet de ramener des quantités de carbone plus importantes. Et bien sûr, les redoncules en fourrage ne sont pas toxiques parce que les composés qui sont toxiques pour les animaux sont volatiles. Et c'est pour ça qu'on en a besoin ils en ont besoin pour leur système immunitaire. Donc soit on fauche, mais il suffit d'attendre et c'est tout à fait consommé. Est-ce que l'on connaît l'influence du pâturage hivernal des bovins sur le sol? Oui, alors le pâturage, comme ça a été dit, et je vais le redire, tout dépend de la quantité de... Alors déjà, l'état du sol, surtout, mais surtout la quantité de bovins à l'hectare. Si vous avez des surfaces absolument immenses, vous pouvez sacrifier un bout de parcelle. Effectivement, quand un sol est ressuyé, c'est comme quand vous avez une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, vous marchez dessus. Le problème, contrairement à l'air est élastique, mais l'eau, ça explose. Et ça va faire éclater votre structure du sol. Donc, vous allez avoir forcément du compactage et avoir les plantes qui, résultat, apparaissent parce qu'il y a eu ce compactage, il n'y a plus d'air. Et en plus, ça va aussi un peu miner en même temps votre activité biologique, forcément, vu qu'elle va devenir anaérobie, donc sans oxygène. Donc oui, vous pouvez le faire. Et à ce moment-là, si vous êtes conscient que vous allez sacrifier une parcelle, ben après, ça peut revenir. Mais à ce moment-là, vous faites de la fauche, vous remettez du carbone, la vie reprend. Et enfin, la vie continue, je veux dire. Mais en tout cas, la structure va pouvoir... On peut revenir à une bonne structure, mais il faut savoir faire tourner et avoir conscience. Voilà. Sinon,
C'est à l'étable en hiver.